2, 1, 0. Allez, bonsoir à tous, chers auditeurs. C'est le rendez-vous du hand attendu pour les plus fervents supporters de ce sport. Plus d'une heure consacrée exclusivement à celui-ci avec un programme très riche ce soir. Au sommaire, justement, le Danemark succède à l'équipe de France au sommet de l'Europe. Les Danois s'imposent dans cette compétition, pourtant mal embarqués d'ailleurs, face aux Serbes dans un match très indécis. On va dresser un premier bilan de l'Euro avec nos coups de cœur, nos déceptions. On va parler aussi des titres distinctifs comme le meilleur joueur, l'équipe type par exemple. Donc il y aura beaucoup de choses à dire sur cet Euro qui vient de se terminer. On va passer ensuite à la LNH qui reprend ses droits dès samedi. Deuxième partie de championnat palpitant, même si on sait que cela va être difficile d'aller chercher Montpellier. Il y a quand même pas mal de raisons de suivre cette deuxième partie de saison. On va vous en parler. La Pro D2, un véritable chassé-croisé s'opère en tête du championnat. Aix-en-Provence n'aura porté le costume de leader qu'une seule journée avant que Billière lui reprenne. Analyse de ce championnat fort indécis avec nos spécialistes. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Tristan, ancien joueur de la fabuleuse équipe des Barjots et du meilleur entraîneur de LNH en 2004, par exemple, avec Dunkerque, ancien entraîneur de Nanterre, actuel entraîneur du Congo. Il sera avec nous pour nous parler de son actualité, mais aussi un petit mot sur nos Bleus et bien entendu de la CAN. Avant de passer aux choses sérieuses, un petit mot sur mes acolytes de ce soir. On ne change pas une équipe qui gagne. Thomas le chat, c'est son surnom, supporter lyonnais, personne n'est parfait. Notre journaliste pour Hand Planet. Bonsoir Thomas. Salut Lisa, salut à tous. Alors, il doit être déçu de sa performance de son équipe ce week-end. Mais attention, le tournant de la saison arrive la semaine prochaine. Tu vois de quoi je parle, Mika. Bonsoir, Mika. Bonsoir. Ouais, un peu fatigué, un peu dégoûté du week-end. J'ai pas passé un bon week-end, mais bon, on va essayer de se remettre au boulot et de rattaquer de plus belle dès le week-end prochain et de reprendre la première place si possible. Week-end prochain, ça peut être le tournant de la saison. On en reparlera dans la Pro D2. Allez, Stan est également avec nous, la voix de LPA, en liberté pour les auditeurs, que vous pouvez retrouver tous les mercredis. Salut Stan. Salut à toutes et à tous. Toujours ravi de vous retrouver pour Handé. Et pour finir, Monsieur Perabou, acteur de talent pour Trembé, mais aussi, je vous jure, il est handballeur pour cette même équipe. Bonsoir même. Bonsoir à tous. Et juste avant de commencer cette émission, on aura une petite pensée pour Arnaud, Ludovic et Jérôme Fernandez qui ont eu la douleur de perdre leur maman. Donc on leur dédie en quelque sorte cette émission. On leur souhaite du courage dans ces moments difficiles. Bon, c'est un peu dur d'enchaîner derrière une triste nouvelle, mais il faut continuer d'avancer. C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Denis Tristan. Dans quelques secondes, il sera avec nous. Donc c'est juste un petit truc technique, il faut juste que Thomas l'invite dans la conversation, ce qu'il va nous faire d'habitude. C'est Stan qui s'occupe un peu de ça, quelques soucis de PC, mais ça va être géré dans quelques instants. Donc on va parler de l'Euro, on va parler de la CAN, donc ça va être une émission assez riche. Et donc on va pas tarder, c'est une question de 2 secondes pour accueillir Monsieur Denis Tristan. Bonsoir. Peut-être quelques petits soucis de son du côté de Denis. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir Denis, merci d'avoir accepté l'invitation. Réel plaisir de vous avoir ce soir à l'antenne. Merci de votre invitation. Bon, avant de vous demander, forcément, on vous demande l'avis sur les experts et sur ce championnat d'Europe qui vient de se dérouler. Une petite question, vous faisiez partie de l'équipe des Barjots avec cette médaille de bronze au JO de 92. Depuis que vous avez arrêté votre carrière de joueur, est-ce que vous sentez que le handball a évolué et peut-être un peu plus précisément d'un point de vue médiatique ? Oui, bien sûr que le sport a évolué. Nous, on était à l'origine de la professionnalisation. Aujourd'hui, grâce aux résultats, grâce au travail de la Fédé, grâce au travail des clubs, il y a eu beaucoup d'évolution et on est aujourd'hui dans un professionnalisme de très haut niveau avec une médiatisation qui est de plus en plus intéressante pour notre sport. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous croyez que cette médiatisation, et on l'a encore vu cette année avec Canal qui rachète les droits de la LNH, est-ce que vous pensez que ça a un peu, entre guillemets, perturbé l'équipe de France dans ce championnat d'Europe ? Non, je crois pas. Je crois que cette équipe, elle a l'habitude de la médiatisation et avec tous les résultats extraordinaires qu'ils ont depuis des années, ils ont une couverture très importante. Ils sont habitués, ils sont rodés à
à l'exercice avec les médias. Donc je pense vraiment pas que ça soit un problème sur ce championnat d'Europe. Bon, qu'est-ce que vous avez un peu un avis bon, on peut dire la déception de l'équipe de France qui a vraiment pas été à son niveau. Alors on parle, est-ce que le costume de favori a été trop dur à porter? On a du mal à le comprendre parce que bon voilà, ils sont favoris depuis déjà 4 ans dans toutes les compétitions. Donc qu'est-ce qui a pu bien se passer pour cette équipe de France n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau? Malheureusement, il est arrivé à cette équipe ce que l'on attendait, ce qu'on espérait qu'arrive le plus tard possible, c'est-à-dire l'échec. Ils nous font rêver depuis des années. Ils ont réalisé un exploit que personne d'autre n'avait réalisé en cumulant les titres. Il fallait bien qu'à un moment donné, ils rencontrent l'échec. Ça s'est passé là. Je crois que il y avait peut-être un surplus de confiance. Il y avait peut-être un peu moins d'humilité, un peu moins de travail pendant la préparation. Mais en tout cas, voilà, il faut surtout pas oublier tout ce qu'ils nous ont apporté depuis 4-5 ans, et puis penser qu'il faut vite qu'ils se tournent vers les Jeux Olympiques. Ouais. Benoît? Oui, salut Denis. En tant qu'entraîneur, quel est ton avis plutôt d'un point de vue plutôt tactique et technique? Parce que moi, il y a vraiment des choses qui m'ont perturbé dans leur jeu, tant offensivement que défensivement, mais j'aimerais avoir soit ton avis de spécialiste par rapport à leurs prestations. Le souci, je pense que l'équipe de France repose énormément sur les individualités, sur la capacité, en particulier à Nikola Karabatic, de créer pour lui et pour les autres. Là, les joueurs majeurs, à l'image de Karabatic, étaient à la ramasse, et on a vu que leur jeu collectif était insuffisant. La plus grande surprise, moi je trouve, c'est surtout leur défense qui a pas fonctionné. C'était l'arme principale de cette équipe autour de Didier Dinard. Et là, on les a vus exploser individuellement et collectivement. On les a vus très vite douter. C'est prenant. Moi, c'est surtout ça. C'est surtout l'échec défensif qui m'a marqué. Alors, ouais, moi aussi, je suis complètement d'accord. Il y a aussi, est-ce que en termes de gestion, parce que on sait que le patron c'est Claude Onesta, mais les joueurs ont une grande part de responsabilité dans cette équipe. On sait que Didier Dinard est le principal acteur de la défense, Karabatic le principal acteur de l'attaque. Est-ce que ce système d'autogestion qui a été mis en avant depuis un certain temps, pas mis en avant, mais qu'on sait tous que ça se passe comme ça, est-ce que ça n'a pas montré un peu ses limites justement? Quand les joueurs majeurs n'étaient pas dans le coup, à l'image de Didier Dinard en défense, à l'image de Nikola Karabatic en attaque, effectivement, le système fonctionnait nettement moins bien. Donc, il va falloir sûrement que dans la préparation pour les Jeux, cette équipe se recentre sur une préparation plus collective, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Je suis complètement d'accord. Ouais. Justement, Arnaud Bingo, qui dans une interview à notre partenaire en news disait que toutes les équipes se sont renseignées sur le jeu des Français. C'était l'équipe à battre et ils ont réussi à les contrer. Est-ce que vous croyez un peu à ça? Est-ce que même si l'équipe de France aurait été à son niveau, est-ce qu'elle aurait pu aller en finale justement? Oui, moi je pense elle n'en était pas si loin que ça, parce que quand on regarde le match contre la Croatie, en première mi-temps, la France avait retrouvé des vertus collectives, avait réussi à aussi retrouver des individualités. Donc je crois que l'équipe de France n'était pas si loin que ça. Il aurait fallu un ou deux résultats, et la victoire contre la Croatie aurait vraiment pu tout modifier. Malheureusement, on n'a tenu qu'une mi-temps. C'est vrai que toutes les équipes se sont préparées pour battre la France. Elles ont étudié, décortiqué le travail de cette équipe, que ça soit individuellement et collectivement. Donc il y a une vraie volonté de tous ces pays de nous battre, d'enfin nous battre. Donc ça c'est important. Et puis en plus on tombe sur un moment où nos stars ne sont pas dans le coup, sont en difficulté psychologiquement, je pense d'abord. Donc ça nous a amené à cet échec, mais voilà, je pense qu'il y a encore de belles compètes à vivre avec cette équipe, avec ce groupe, et en particulier les JO qui se présentent très rapidement. Ouais, Mika, tu parles de la première mi-temps contre la Croatie. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu plutôt tiré au meilleur qui a tenu la baraque que vraiment la défense qui était performante?
Ouais, mais ça, Thierry Omeyer, il nous a habitués à nous sortir à un certain moment de situations très compliquées. Bien sûr que Thierry Omeyer était à son niveau. L'équipe de France en défense était certainement pas à son meilleur niveau, mais avait retrouvé certaines vertus collectives, était un peu plus solide dans les duels. La preuve, on menait à la mi-temps, donc c'était pas si mal que ça. Mais on sentait que c'était fragile, on sentait que ça reposait sur Thierry Omeyer, ça reposait sur une vraie volonté collective de ne pas mourir. Mais contre la Croatie, contre le Danemark, contre toutes ces équipes qui ont été performantes pendant ce Europe, c'est insuffisant. Ouais, Stan, t'avais une Ouais, moi question? j'aurais une petite question. Bonsoir Denis déjà. Bonsoir. Est-ce que par rapport à la préparation, on sait que les experts se connaissent tous pratiquement, mais est-ce que 15 jours de préparation, ça a été assez pour préparer cet Euro ou il aurait fallu quand même un petit peu plus de temps, vu les blessures d'Acambré, le forfait ou non de Guigou? Le problème du calendrier, c'est que on regarde les années précédentes, ils n'ont pas fait beaucoup plus de prépa, sauf que peut-être ils étaient encore dans la peur, dans la grande volonté de gagner les compétitions. Peut-être que sur cette prépa-là, ils n'avaient pas assez peur. Ils étaient peut-être aussi un peu moins concentrés, un peu moins impliqués pour se préparer. Mais les années précédentes, on n'avait pas beaucoup plus de 15 jours de préparation. Donc je crois que c'est peut-être l'état d'esprit général qui était insuffisant pour se préparer à un championnat d'Europe. On sait quand même que c'est la compétition la plus difficile à jouer. Ouais, Thomas. Moi, j'ai Moi j'aimerais. Ah, pardon, Thomas, vas-y. Ouais, j'ai une petite question. C'est par rapport à... Bonsoir, Denis. Bonsoir. C'était par rapport à la performance de Didier Dinard sur cet Euro que... Est-ce que c'est pas la compétition de trop? Ah non, moi je crois pas. C'est vrai que c'est à l'image de Nicolas Karabatic, une grosse surprise de le voir complètement à la ramasse. Et puis surtout, moi ce qui m'a surpris, c'est son incapacité à remobiliser ses partenaires autour de lui, alors que c'était quand même sa grande force. Maintenant, je crois qu'il est un peu tôt pour dire que Didier est terminé. Il est devenu le défenseur numéro 1 mondial. Il a guidé cette équipe pendant des années. Voilà, il s'est bien trouvé, comme pas mal de ses partenaires. Mais étant un peu la personne, je crois qu'il va être revanchard et qu'on devrait avoir un énorme Didier Dinard pour les Jeux Olympiques, qui sera certainement sa dernière compétition. Parce que Claude Onesta a essayé de le bouger, mais sans succès, quoi. En fait. Oui, je crois, personne ne sait exactement ce qui s'est passé en interne, mais il a certainement dû se passer beaucoup de choses entre Claude et les joueurs, entre les joueurs entre eux. Il a dû se dire beaucoup de choses. Ça a dû envoyer pas mal, à mon avis. Maintenant, ça n'a pas fonctionné, mais c'est peut-être une très bonne chose par rapport à la préparation des Jeux Olympiques. Peut-être qu'ils avaient aussi en tête d'aborder cette compétition pas avec la motivation extrême en se disant bon, ça devrait passer comme ça et puis on devrait aller au moins en demi-finale et puis on se préparera pour les Jeux. Il y a certainement eu un manque d'humilité, un manque d'implication de chacun des joueurs, voire du staff. Mais moi je pense que c'est une très bonne chose en prévision des Jeux Olympiques. Ouais, Mika, tu avais une question. Ouais, non, moi j'étais. Bon, là on parle, mais j'aimerais peut-être un peu revenir sur Claude Onesta, sur ses choix. Bon, je sais qu'on est tous. Voilà, quand on regarde, on est tous sélectionneurs en puissance, on a tous notre mot à dire, c'est pas forcément facile quand on y est, mais quand même, j'ai trouvé qu'il a une façon de gérer l'Euro et toutes les compétitions en général. Bon, sur les précédentes, ça avait fonctionné, mais il se repose un peu sur ses stars et jusqu'à présent, elles avaient été présentes, mais je lui trouve une faculté d'adaptation un peu moyenne quand justement ces stars ont été à côté de leur pompe. Il les a laissés un peu s'empéguer dans leurs propres problèmes et il n'a pas forcément su gérer son groupe. Je pense notamment à Cambrai, même si c'était un match un peu sans pression, sans rien, l'Islande.
il fait un sacré match contre l'Islande et si on l'avait laissé peut-être jouer un peu plus contre la Norvège en préparation et dans les matchs de poule, peut-être qu'il aurait pu nous être utile et c'est pareil pour Michael Guigou qui s'obstine à prendre alors qu'il n'a pas joué depuis 5 mois. Je voulais avoir un peu ton avis de coach en fait là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Claude a été le premier surpris de l'échec des Stars et il s'était certainement pas bien préparé à ça. Ce qu'il avait mis en place depuis des années fonctionnait bien. Ça repose effectivement sur la performance de quelques joueurs. Didier Linard en défense, Nicolas Karabatic en attaque qui entraîne les autres. Je pense que Claude a été le plus en difficulté par rapport à la situation et c'est ce qui est un peu surprenant de la part de Claude. Je crois qu'il s'était pas préparé à l'échec. C'est peut-être là où comme le groupe, il a certainement manqué d'humilité et il n'a pas commencé à se préparer à dire le jour où j'ai pas Nicolas Karabatic, le jour où j'ai pas Didier Dinard, qu'est-ce que je fais? Et c'est certainement le grand chantier qu'il y a pour les Jeux Olympiques parce que s'il arrive une blessure de Didier ou une contre-performance d'un ou deux joueurs très très importants de cette équipe, il faut se préparer à avoir d'autres armes. Ouais. C'est pareil, pourtant Oui, Pardon, Benoît. vas-y, Ben. Non, juste, d'autres armes, mais en même temps, ça va être encore plus compliqué puisqu'il faut une liste de 14 joueurs pour les Jeux Olympiques, donc ça risque d'être un choix encore très très compliqué pour les Stars. Et justement, par exemple, le fait qu'il n'ait pas pris du tout Newcastle, est-ce que ça aurait pas été la bonne compétition pour tester, pour voir s'il était apte à rentrer dans un groupe de 14, par exemple? Ouais, moi j'ai été surpris que Newcastle ne soit pas utilisé parce qu'effectivement, c'était le bon moment pour le signer. C'est vrai que ça le condamne presque à ne pas être dans la liste de 14 des Jeux. La contre-performance de Didier Dinard, est-ce que ça n'impose pas aussi d'avoir Guillaume Gilles parce qu'il nous a montré les années précédentes qu'il était capable de le suppléer en défense, qu'il était capable d'apporter une autre manière de jouer en attaque. C'est sûr que il va y avoir des jours et des nuits très compliqués pour Claude Onesta et son staff parce que sortir une liste de 14 après un tel échec, ça va être vraiment très compliqué. Ouais, d'ailleurs, on pouvait se demander dans quel état d'esprit vont arriver au JO nos experts, parce que j'imagine qu'une contre-performance dès le premier match les replongerait un peu mentalement au niveau de la confiance. Ça va être vraiment un travail difficile pour Onesta, rien que psychologiquement parlant, j'imagine. Ouais, ça va être compliqué, mais je crois aussi que ça va être c'est ce qui leur est arrivé au championnat d'Europe, c'est la meilleure chose pour la préparation au jeu, parce que là ils sont tombés les deux pieds sur terre, ils ont pris une grande claque dans la tronche collectivement et individuellement, donc ils vont arriver avec beaucoup plus d'humilité, avec une envie décuplée de travailler. Le problème, c'est ils vont avoir un peu plus de temps, mais il va falloir régler ce problème de liste de 14 et puis préparer un fond de jeu plus conséquent pour aller battre des adversaires qui maintenant savent qui peuvent nous battre aisément. Ouais, effectivement, hein, je pense qu'on a fait un peu le tour et merci d'avoir donné votre avis sur l'équipe de France. On va faire un petit mot quand même sur la Coupe d'Afrique des Nations. On a reçu un de vos joueurs, hein, d'ailleurs, Loumou Kabatsele, qui nous disait que l'organisation de la compétition au Maroc laissait plus qu'à désirer. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, pour l'avoir vécu de l'intérieur? Pour moi, c'était j'avais ce rôle de sélectionneur avec la République démocratique du Congo. Ouais. Maintenant, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est la même chose qu'un championnat d'Europe. Mais au niveau de l'organisation, c'est un foutoir incroyable. Des créneaux d'entraînement qui changent, les bus qui sont pas là, des problèmes d'hébergement, des problèmes de nourriture. Donc ça a été 15 jours très difficiles à vivre, mais aussi très intéressant. C'est une très belle compète. Elle mérite que les organisateurs se consacrent avec beaucoup plus de professionnalisme et d'implication dans tout ça, parce que
sur le terrain, c'était vraiment superbe. Ah, d'ailleurs, sur le terrain, hein, vous finissez huitième hein, de cette compétition. J'imagine que c'était peut-être pas votre objectif en ce début de compète. Non, le premier objectif, c'était de sortir de la poule pour aller en quart de finale. Après, on sait très bien que sur la CAN, il y a 4 favoris, les 4 pays du Maghreb. Nous, on tombe l'Algérie. On les a embêtés pendant 50 minutes. On a eu 2-3 petites décisions, pas arbitrales, mais des décisions sur la table qui nous ont coûté cher, qui nous ont sanctionné 2 minutes pour des mauvais changements imaginaires. Donc, voilà, après, on sait très bien quand on arrive sur des matchs à coup près comme le final, qu'on n'est pas favori, il faut être parfait. On a été bon, on a embêté qui a été en finale derrière et qui a embêté la Tunisie en finale. Donc on n'est pas loin, on n'est pas très loin de cette équipe d'Algérie. Maintenant, il faut que des pays comme le Sénégal, comme la République démocratique du Congo se rendent compte que pour rattraper la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, un degré moins de le Maroc, il faut travailler énormément parce que le retard est assez important. Stan, tu avais une question. Ouais, on parlait un petit peu d'organisation du Maroc. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans la non-professionnalisme? Enfin, vous m'avez compris. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils changent le programme, mais on n'en est pas averti. Vous avez un programme en début de compétition par rapport aux déplacements, par rapport aux entraînements, et puis ça change, mais on n'en est pas averti. On se met d'accord pour un départ de bus, et le bus arrive une demi-heure après. Les hôtels où on a quand même réalisé un match contre le Gabon. Le Gabon et nous, on n'a pas mangé, on n'a pas pu manger avant le match, donc on s'est pointé, on avait pris le petit déj le matin et c'est tout, et on n'a pas pu manger. Vous finissez le match et 2 heures après, vous attendez encore le bus dehors ou dans la salle à regarder des matchs, mais voilà, c'est assez incroyable. Ils règlent tout au dernier moment. C'est tout au dernier moment et sans se prendre la tête. Sauf que quand vous êtes dans la compétition, ça vous mange quand même pas mal le cerveau. Maintenant, voilà, moi les joueurs m'avaient un peu préparé à ça, mais à vivre au quotidien, plus nous nos problèmes liés à notre propre fédération du République démocratique du Congo par rapport au passeport. Mentalement, ça a été éprouvant. Ben? Ok. Oui, Denis, je voulais savoir, revenir un petit peu sur ta nomination. Je voulais savoir comment ça s'était passé, comment se sont passés tes contacts et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir sélectionneur d'une équipe africaine. Le contact, c'est tout simplement quelques joueurs qui m'ont contacté par l'intermédiaire de Francis Souzana, que je connais puisque je l'ai entraîné à Vernon. Qui m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Moi, j'étais à un moment un peu tournant de ma carrière d'entraîneur puisque j'avais décidé de prendre un peu de recul. Donc, c'était une expérience intéressante. Surtout, c'était nouveau, c'était très intéressant, très excitant. Et puis, ça me mangeait pas non plus beaucoup de temps puisque par rapport à cette CAN, on s'est vu une semaine en juin, une semaine au mois de novembre. Et on s'est retrouvé le 2 janvier pour partir à la compétition sur le Maroc le 10. Donc tout ça, ça m'intéressait. Aborder cet aspect du métier d'entraîneur en tant que sélectionneur, voir me retrouver aussi à la compétition avec des joueurs que je n'avais jamais vus. Les joueurs qui sont venus du pays, je ne les ai jamais vus. Je les ai découverts 2 jours avant la compétition. Mais tout ça, justement, c'est ce qui m'intéressait, voir sortir d'un club, sortir de l'Europe pour voir comment ça se passe ailleurs. Et vraiment, je me suis régalé, je me suis éclaté à travailler avec cette équipe du République démocratique du Congo. Mais même si ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, très usant. Donc, Denis, vous étiez plus entraîneur à Nanterre quand vous avez accepté d'être le sélectionneur du Congo? Si, ça c'est un peu c'est ce qui me chagrine énormément parce que moi je m'étais engagé avec le Congo au mois de mai dernier. D'accord. Et quand Nanterre est venu me chercher au mois d'août, me demander si ça m'intéressait d'entraîner,
C'était la première chose qu'on avait mis en avant, le fait que moi, je m'étais engagé avec le Congo. Il était hors de question que je lâche. Et Nanterre était d'accord. Malheureusement, vu notre situation au mois de décembre, ils sont revenus sur leur accord. D'accord. Et moi, pour moi, c'était impensable de pouvoir continuer à travailler avec Nanterre. On s'engage, on tient ses engagements. La situation était compliquée, ça j'en suis d'accord. Mais moi, il est hors de question qu'au mois de décembre, je remette en question ma participation à la CAN avec l'équipe du Congo. Donc, on a décidé avec Nanterre de se séparer. Mais dans la chronologie, sélectionneur de la République démocratique du Congo, et je me suis engagé après avec Nanterre, qui était au courant de ma situation par rapport à cette sélection. Et d'ailleurs, pour parler un peu de votre avenir, est-ce que vous allez continuer avec votre équipe républicaine du Congo? Est-ce que vous avez peut-être un objectif d'entraîner une autre équipe de LNH ou de Pro D2 ou autre? Alors pour l'instant, le projet serait plutôt de quitter le handball. J'ai beaucoup morflé en tant qu'entraîneur de club ces dernières saisons. J'avais décidé en fin de saison dernière, après Angers, de prendre une année sabbatique, que j'ai craqué très rapidement au mois d'août pour retourner avec Nanterre. La situation s'est dégradée assez rapidement. Donc aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie personnelle où je suis en réflexion, et peut-être que je vais quitter le handball pour me lancer sur autre chose. J'ai 47 ans, si je veux vivre une autre aventure, c'est maintenant. Donc là, j'ai un peu de temps. Malheureusement, je me retrouve au chômage, mais j'ai un peu de temps, donc je vais me reposer, je vais profiter de ma famille, je vais me profiter de quelques week-ends hors des salles de handball, et puis choisir de décider de mon avenir dans les semaines à venir. Ouais, Ben. Justement, là, tu parles de changer complètement. Alors, est-ce que si tu faisais un petit bilan, c'est peut-être encore un peu tôt, mais sur le métier d'entraîneur entre tes débuts où on s'est croisés à la CBB et maintenant, comment le poste d'entraîneur a-t-il évolué, et est-ce que maintenant on peut parler vraiment de plus de pression de la part des dirigeants par rapport aux résultats? Donne-moi un peu ton sentiment à chaud. Je crois qu'entre la CBB qu'on a découvert ensemble, et c'était tes débuts de toi de joueur professionnel, moi d'entraîneur professionnel, où c'était assez facile entre les dirigeants, les relations avec les joueurs étaient simples, et on se battait ensemble pour un objectif. Aujourd'hui, la professionnalisation, je trouve, a rendu tout compliqué. Les relations avec les dirigeants qui manquent de lucidité par rapport à leurs objectifs, les joueurs qui sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes et avec qui il est compliqué de les emmener tous ensemble vers un projet commun pour se régaler sur le terrain. Moi, tout ça, ça me perturbe actuellement, ça me pose beaucoup de problèmes. Je suis en échec par rapport à la gestion de la mentalité des joueurs actuels. Donc, je suis aussi parfois atterré du comportement des dirigeants. Donc voilà, moi la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui je suis à ma place en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle? C'est à cette question-là que je dois répondre. J'ai beaucoup de doutes actuellement sur mes capacités, puisque j'étais en échec ces dernières saisons. Maintenant, voilà, je suis dans le hand professionnel depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. J'aimerais rester dans le hand, mais pas spécialement sur une fonction d'entraîneur. Mais on sait que l'économie des clubs est encore aujourd'hui très, très fragile. Ouais. C'est nostalgique du passé, mais à la fois, l'avenir, c'est aussi cette médiatisation pour notre sport. Donc, à la fois, il faut arriver à trouver le compromis entre toutes les valeurs qu'on veut faire passer, tout en essayant quand même de donner toute la visibilité à notre sport. Donc c'est ça le rôle qui est devenu compliqué, je pense, d'entraîneur. Oui, mais la médiatisation, elle est indispensable. Elle passe par là, et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment sur le bon chemin. On parle de plus en plus de handball, que ça soit à la télé, que ça soit sur les radios, que ça soit sur Internet. Donc ça c'est très bien. Maintenant, il faut
Je crois, moi, qu'il faut que les joueurs qui arrivent, les nouvelles générations qui arrivent, elles comprennent que elles n'oublient pas les valeurs qui sont celles du handball, n'oublient pas que c'est un sport collectif et qu'on doit tous aller, quand on fait partie d'une équipe, on doit aller tous ensemble vers un objectif commun qui est défini par les dirigeants. Mais c'est ce qui m'inquiète. Moi, j'ai l'impression que les joueurs sont centrés sur leur performance individuelle, sur leur contrat à venir ou actuel et plus trop sur une aventure collective humaine. Et c'est vrai que moi, je revendique ça. Je revendique d'essayer de faire partager aux joueurs une aventure collective avant tout. Ouais, c'est On est encore là, les vieux, pour essayer de passer encore ces messages-là, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Ouais, c'est difficile. Maintenant, pardon ? C'est pas incompatible. Non, c'est Non. pas incompatible, mais c'est de plus en plus compliqué de faire passer ces messages-là. Non, c'est pas incompatible. Après, là, moi, vraiment, je suis sur une analyse très personnelle. Moi, je suis. Ça fait 3 saisons que je suis en échec, 2 saisons à Angers, 1 saison à Nanterre. Donc, je remets en question, mais je changerai pas d'avis par rapport précédemment. Donc, je remets en question mes capacités à transmettre ce message aux joueurs et à leur faire partager ce message. Bah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être un peu le revers de la médaille, hein, tout ça. Bah, je crois qu'on va pas, pour détendre un peu l'atmosphère, enfin, elle est même pas du tout tordue, je vois pas pourquoi je dis ça, mais pour un peu égayer et partir sur une note un peu plus réjouissante, parce que si c'est vrai qu'on a besoin un peu de votre expérience hein, sur les parquets de LNH et de Pro D2, donc c'est vrai que le fait peut-être que vous réfléchissez à arrêter le handball, c'est un coup dur pour tous les amoureux de ce sport. Donc Stan va vous proposer une petite interview décalée hein, dont il a le secret. Stan. Ouais, rebonsoir Denis. Comme Bonsoir. tous les invités de ces interviews, je vais être obligé de te tutoyer. Sans problème. Ok, donc né le 23 novembre 1964. Oui, Où ça? à Passy-sur-Eure. Ah, Euh, un Normand. Un Normand. Ah, ouais. Ouais, ouais. bien vu, cool. Je suis pas tout seul, ça me fait plaisir. Je pensais que j'étais le seul à habiter en Normandie, mais non, ça va. Bien sûr, les petites questions un petit peu qui fâchent. Qui est-ce qui a été le plus dur en tant que joueur ou entraîneur? Perdre cette finale de Coupe des Coupes avec Créteil ou perdre la finale du Challenge Cup avec Dunkerque? Ah, les deux. Les deux sont des souvenirs qui sont très difficiles. Les deux, d'ailleurs, j'ai jamais revu les matchs, ni avec Créteil, ni avec Dunkerque. Mais la déception a été aussi énorme en tant que joueur avec Créteil et en tant qu'entraîneur avec Dunkerque. Donc 144 sélections, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Si tu étais un livre. Ouais, Stan. Ouais, si tu étais un livre. Si j'étais un livre. Oula. Je sais pas. Là, j'ai pris T'as de pas le court, droit là. de dire l'équipe magazine. Hein. Non. Et pourtant, l'équipe magazine, il y a un bel article sur la situation du rugby, celui de samedi dernier, et je trouve qu'on y retrouve beaucoup de similitudes avec l'évolution de notre sport. Ouais, c'est vrai qu'on l'assimile beaucoup hein, au rugby, le hand. Ouais. Stan. Si tu étais un film. Le nom de la rose. Pieux alors. Pas vraiment, mais le film est génial. Et l'acteur, Sean Connery, j'adore. Ah, tu m'étonnes. Notre James Bond adoré. Si tu étais une chanson. Une chanson, je n'arrive pas le titre, Like Someone d'Adèle en ce moment. J'écoute en boucle. Someone Like You. Someone like you. Là, Someone Like You, voilà. Alors, l'anglais et moi, ça fait deux. Voire trois. Pire déception, Angers ou Nanterre? Angers parce que c'était un club où je pensais que j'allais m'installer pour pas mal de temps.
travailler avec des gens que je connaissais, que j'appréciais, que j'apprécie toujours, on se voit toujours régulièrement. J'ai passé le jour de l'an avec tous les dirigeants d'Angers Noyant. Donc la plus grande déception, c'est Angers, parce que moi, je revendique le fait qu'un entraîneur doit durer, doit s'installer, et je pensais que ça allait se faire avec Angers. Malheureusement, ça a été un échec cuisant. Qu'est-ce que tu as pensé de l'éviction de Yann Lemaire? Moi, je crois que la manière dont ça s'est passé n'est pas... Yann est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'était le capitaine de la dernière équipe que j'ai entraînée. On a eu pas mal de divergences, mais par contre, je crois que la déception, mon départ, la recherche d'un nouvel entraîneur, ça a fait que le départ de Yann n'a vraiment pas été bien géré. Il méritait mieux. Et je crois que pour en avoir parlé avec les dirigeants, ils sont certains que c'est une des erreurs qu'ils ont pu commettre. Ouais, Stan, Ok. on va finir cette Ouais. petite interview. Ouais, avec bien sûr la question réponse où tu as le droit forcément à un joker, mais à un seul. Donc France ou Congo? France. France. Feria ou Fiesta? Feria. Pastis ou Anisette? Ricard. Marraine d'Oléron ou Fine de Clerc? Marlène d'Oléon. La question, bien sûr, qui fait polémique à RTS, hein, je le répète, mais c'est bien celle-là. Benoît Perabou ou Michael Iles? Benoît Perabou, parce même si j'aime beaucoup Michael, Benoît, on a une histoire en commun, et ça nous reste à vie. Quand on est passé par la CBB, on est marqué à vie. Alors Mika, je crois que Allez, tu comptes, Boulogne-Billancourt. En orange. tu comptes plus les points, Mika. C'est vrai. Et bien sûr, la question pervers, slip ou caleçon? Slip. Ok, merci Denis. La petite phrase aussi que nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, tout simplement, ici Denis Tristan, bienvenue sur Radio Total Sport. En anglais, il est pas bon en anglais. Bienvenue sur RTS. Ici Denis Tristan, bienvenue sur RT. J'ai oublié. On recommence, c'est pas grave. On a RTS. s'inquiéter. Non, mais merci Denis, hein. C'était vraiment sympathique de vous avoir. Et Merci. on espère on attend votre réflexion concernant votre avenir, et puis on vous... Juste avant qu'il s'en aille, tu parles de la CBB, tu serais pas intéressé pour retourner là-bas parce que c'est encore un amateur là maintenant? Pas en cours de saison, mais c'est ce que j'aurais dû faire cette année. On s'était mis d'accord avec la CBB pour aller entraîner des minots, et puis pour nos voyons sur l'équipe première. À d'août, j'ai pris d'autres options qu'ils ont acceptées et comprises. Je suis allé voir jouer, je vais aller voir jouer. Mais non, pour l'instant, c'est repos en famille. Ok. Bon écoutez, on vous invite sur Radio Tolkien Sport, RTS, hein, dès que vous avez plus ou moins fini votre réflexion pour savoir un peu ce que vous comptez faire, et j'espère que vous accepterez cette invitation, Denis. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Denis, hein, et puis bonne chance, Merci, bon courage pour la suite, Merci. et au plaisir de vous revoir, Denis. Bonjour Merci, à la CBB. merci. Ok, ça marche. Salut Bano. Au revoir à Ciao. tous. Allez, ciao, merci au revoir. Denis. Donc voilà, hein, c'était Denis Tristan pour Radio Talk Sport. Donc la question un peu qui se posait, Denis, c'est ce qui va continuer dans le monde du handball. Donc voilà, on l'espère tous, hein, parce que on a besoin de personnes d'expérience pour faire en sorte que la LNH et la Pro D2 rehaussent un peu leur niveau par rapport au championnat, par exemple allemand.
Et puis quant à nous, on va continuer, on va parler un peu de cet Euro avec la victoire du Danemark. Alors tout d'abord, petite question assez simple à Benoît et Mickaël. Est-ce que le Danemark fait un beau vainqueur? Un fabuleux vainqueur, hein. Moi, je les trouve, c'est un régal de les voir jouer. À l'image de Benoît qui s'extasiait du jeu de la Norvège au mondial féminin. J'ai adoré les regarder jouer cette finale parce qu'en demi-finale, c'était un peu plus difficile. L'Espagne avait proposé une défense assez haute, assez gênante. Mais là, sur la 6-0 serbe, ça a été un régal. C'est des combinaisons simples, efficaces. Leur star qui était en réussite. Donc, non, c'était un très beau match et ils ont fait un bel Euro parce qu'ils sont sortis des poules, il faut le rappeler, comme la France avec 0 points. Donc, ils se sont comportés en champions, ils ont bien redressé la barre et ils ont profité des circonstances pour l'emporter. Ouais, effectivement. Ben, ton avis sur cette équipe danoise? Non, oui, c'est vrai que là, on les attendait à ce niveau de jeu. Ils avaient montré de très belles choses lors des derniers championnats. Et c'est vrai qu'on les attendait dans le dernier carré. On était un peu inquiets sur leur début de championnat, mais ils ont su vraiment élever leur niveau de jeu. Ils sont pas passés loin de la correctionnelle en gagnant d'un but, je crois, contre la Macédoine au deuxième tour. Ouais. Sur voilà, un coup de dé, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de ces aléas, de ces petits matchs qui renforcent le collectif et qui les font monter en puissance. Et donc, à partir de là, quand tout est réuni, c'est vrai qu'ils ont un jeu vraiment de qualité avec de très grands joueurs, un gardien très jeune, mais déjà très, très, très bon et très régulier. Il a su encore élever son niveau de jeu en finale de manière assez incroyable par rapport à son jeune âge, parce qu'on sait que en tant que gardien de but, normalement, la maturité, c'est beaucoup plus tard que les joueurs, mais lui, à 23 ans, je crois, et il fait preuve déjà d'une maturité assez incroyable. Donc une très belle équipe du Danemark. Et c'est une équipe en devenir parce que, comme tu le disais, le gardien a 23 ans, Michael Hansen est pas très vieux et ils sortent des nouveaux joueurs un peu tous les ans. Il y avait eu Markussen il y a 2 ans. Là, ils ont sorti un jeune arrière-gauche demi-centre, la Logue, qui a l'air d'être vraiment très fort aussi. Donc, ils ont ouais, pardon. Et je crois en plus qu'ils ont fini, ils ont gagné le championnat du monde junior aussi. Donc, voilà, pour dire encore la formation et le potentiel qu'il y a derrière. Donc j'imagine qu'ils prennent... le championnat qui est de plus en plus correct, en plus, je pense, avec des joueurs étrangers qui le rejoignent, et puis Copenhague qui a des grosses ambitions européennes. Ouais, et je pense quand même que cette équipe du Danemark reprend un peu le statut de favori à l'équipe de France pour les JO. Si ça peut enlever de la pression aux Français, peut-être, mais non, je pense pas quand même. Pour avoir encore lui là. Je pense que tu as menti là. Ce sera le Danemark. La France peut se reprendre et c'est vrai qu'avec la compétition qu'ils ont fait là et la régularité qu'ils ont eu les 2 dernières années, on peut dire qu'ils sont favoris des JO. Pour avoir lu pas mal de choses, c'est vrai que tout le monde attend la France se réveiller et être favori pour les Jeux Olympiques. Donc il y aura quand même toujours ce doute qui planera sur le potentiel de l'équipe de France. Donc ils sont quand même très attendus encore pour cette compétition. Je vais vous donner, messieurs, un peu le MVP, le 7 majeur, et quelques petits titres distinctifs. Et puis après, je vais vous demander vos flops et vos tops, j'ai envie de dire. Mais avant, étonnant, Lazarov, un Macédonien, meilleur buteur, 62 buts. Cette équipe de Macédoine qui finit 5e quand même. Ça, pour une surprise, c'est quand même une grosse surprise. Ouais, ils ont fait vraiment. Moi, je les attendais vraiment pas à ce niveau de jeu-là. Et ils ont réussi à garder ce niveau. Après, Lazarov, c'est quand même pas un inconnu, puisqu'il joue quand même à l'Atlético Madrid. Donc, on sait que c'est un gaucher qui a un bras extraordinaire, qui est capable de marquer dans toutes les positions et de très loin. Donc, concernant sa prestation, ça m'étonne qu'à moitié. Mais par contre, c'est au niveau collectif, c'est vrai que la Macédoine a réussi à faire un excellent Euro. Alors, MVP du championnat d'Europe 2012, c'est l'arrière serbe, Ilić. Et c'est assez bizarre, c'est même assez paradoxal. Il fait pas partie du 7 majeur. Alors, allez comprendre. Je vais vous donner un peu le 7 majeur. Gardien de but, c'est Stanic, le Serbe. L'ailier gauche, Sigurdsson, l'Islandais. L'arrière gauche, forcément, le Danois Hansen. Le demi-centre, c'est Zorman, le Slovène.
Hansen, le Danois, qui est meilleur pivot. Donc l'arrière droit, c'est Kobzlar, le Croate, et l'ailier droit, pardon, c'est Sprenger, l'Allemand. Donc à noter forcément pas de Français dans le set majeur, ça fallait s'y attendre. Mais comment expliquer quand même que le meilleur joueur du tournoi ne fait pas partie de l'équipe type, quoi, Mika? Est-ce que, enfin, Ouais, je pense que c'est simplement comment dire, pour gratifier les deux, parce que Mikkel Hansen mérite son titre de meilleur arrière-gauche, mais au même titre que Illich. Alors ils auraient pu faire l'inverse, hein, ils auraient pu mettre Illich meilleur arrière-gauche et Mikkel Hansen meilleur joueur, ça permet aux deux d'avoir une distinction. Donc, C'est politique, c'est politique. Nomir Ilic qui joue dans son pays, c'était obligatoirement, vu le championnat d'Europe qu'il a fait, c'était obligatoirement, il fallait le récompenser. Donc voilà. Et Mikkel Hansen qui a fait une très bonne finale, donc méritait aussi cette distinction. Donc avant de vous poser la question des tops et des flops, j'avais posé la question des meilleurs joueurs français de cet Euro aux internautes sur notre page Facebook. Donc Hugo nous a dit Bertrand Gilles et Jérôme Fernandez, Audrey pour le dernier match, donc à Cambrai pour toute la compétition, Jérôme ou donc Fernandez ou Xavier Baraché. Et il y en a pour Arnaud Bingo par exemple, bon Euro, je pense pour lui, il a eu du mal un peu et peu de temps de jeu contre l'Espagne notamment, une bonne entrée en tant que titulaire pour lui après le départ de Guigou, ça c'est Hugo qui nous disait ça. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord, Jérôme Fernandez qui est cité pour être un des meilleurs bleus dans cette compétition? Mika par exemple? Jérôme Fernandez, non, il a alterné le bon et le moins bon. Moi, je l'ai pas trouvé, non. J'ai trouvé qu'il a fait partie aussi de. C'est sûr qu'il était moins en déroute que Karabatic ou que Narcisse, mais non, je trouve pas qu'il ait aussi tenu son rang. Il était un peu en deçà quand même. Bon, ça se comprend avec les problèmes personnels qu'il a eu, mais bon, c'est vrai que s'il faut en ressortir quelques-uns, et la prestation générale a été assez mauvaise, donc s'il faut en sortir quelques-uns, il a fait quelques bons matchs, c'est sûr. Alors, idem, j'avais posé la question aux internautes concernant les joueurs qui vous avaient un peu déçus lors de cet Euro en Serbie. Alors, étonnamment, Céleste nous dit qu'aucun. Pourquoi on serait déçu? Ils ont perdu et alors ça arrive, ils ne sont pas des super-héros. Flory est d'accord, je ne crois pas que ce soit très productif de citer quelques noms. Et donc après, pour être un peu plus objectif, certains ont parlé de Karabatic, son jeu est resté à sa maison. Narcisse, un artilleur, mais qui a cherché tout le temps le tir à 7 mètres ou des passes inutiles. Onesta, pourquoi avoir pris 3 pivots, dont un qui ne défend pas, alors que Nyokas aurait peut-être apporté quelque chose. Et Karaboué peut-être méritait un minimum de temps de jeu. Donc voilà, ça c'est Aurélien qui nous a donné un peu son explication. Je suis très d'accord avec le commentaire sur les pivots, parce que sachant que je pense qu'il a fait ça parce que Sorando était un petit peu blessé et qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir assurer. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques au niveau du staff médical, tout ça, pour savoir que Sorando allait être apte à jouer en deuxième semaine ou en fin de première semaine. Et laisser Nyokas sur le côté pour un Grégoire de Tresse qui, comme il le dit, ne défend pas, je trouve que c'est une erreur. Ouais. Après, Grégoire de Tresse ne défend pas, mais par contre, je pense qu'il avait largement les moyens de jouer plus pendant cette compétition, puisque Bertrand Gilles a été utilisé à outrance, à mon avis. Oui, je pense que le fait de l'avoir, vu qu'il l'avait dans son effectif, puisque Sorando était out pendant une bonne partie, il aurait dû lui donner beaucoup plus de temps de jeu. D'ailleurs, on l'a vu, même si le match est un peu anecdotique, les tirs qu'il prend contre l'Islande, c'est pas des tirs faciles. Et il répond présent immédiatement. Donc, je pense qu'il a de vraies valeurs de combattant et tout ça. Et je pense qu'il aurait largement pu avoir plus de temps de jeu, étant donné la blessure de Sorando. C'est certain. Moi, j'aurais et après, une question... complètement d'accord sur le fait qu'à un moment, il aurait dû mettre Nyokas aussi. Ça, j'en suis persuadé aussi. Ça, c'est clair. Ouais, j'avais moi une question, peut-être qu'elle serait peut-être un peu conne ou quoi, mais le fait d'avoir gagné avec cette équipe les a peut-être trop liés et peut-être ça a un peu perturbé dans les choix peut-être Claude Onesta. Je pense que il doit aimer son groupe et il a fait confiance peut-être à son groupe jusqu'au bout. Est-ce que s'il était le seul à y croire ou peut-être c'est une question conne, mais
Non, mais c'est. Je sais pas si vous avez regardé le film des Barjots aux experts. Il y a un passage où on voit que le passage de témoin entre les générations est pas toujours facile. C'est sûr qu'il y a certains jeunes arrivent qui ils sont pas forcément. C'est pas accepté parce que je sais que dans cette équipe, on accepte tous les nouveaux joueurs, on les intègre correctement. Mais le passage entre une génération et une autre est pas toujours évident et c'est ce qui est en train de se passer et on va voir comment ils vont gérer ça au JO. Ouais, d'ailleurs, j'ai lu, je sais plus dans quelle presse, j'ai lu, est-ce que ça servait à quelque chose de prendre un deuxième gardien? Autant partir au JO avec le seul tiré au meilleur parce que il ne fera pas rentrer Karaboué même si Ouais, au meilleur est qui en se échec. blesse avec S'il se Fernandez. blesse, voilà, Ouais, à part on s'il se le blesse, fait mais pas dans les buts. c'était un peu ironique. Ouais. C'était un peu Et ironique. Cyril Dumoulin. Ouais, mais c'était un peu ironique. C'est vrai que Oui, oui. même un nos meilleurs en échec, Karaboué n'a pas eu peut-être le temps de jeu pour faire souffler au meilleur. Bon, ça on va pas refaire non plus le monde, mais voilà, c'était un Ça peu faisait les. partie de ma question aussi, ça, qu'il ait fait confiance peut-être qu'à son groupe qui a tout gagné, Non, que mais de ouais, c'est rajouter des sûr. petites touches. Mais après, moi, ce que je pense, c'est que, comme il disait Michael, le passage de témoin est pas facile, mais on a vu que dernier mondial, les jeunes à Cambrai, Baraché, ils ont été bons, ils ont flambé. Le plus dur au plus haut niveau, c'est de confirmer la saison d'après. Et c'est, je pense, ce qui s'est passé sur cet Euro. Moi, sur Baraché, je suis quand même. Ah, Ouais, je pense que ça fait partie des rares satisfactions de l'équipe de France. Oui, mais Avec, il était ce que je veux dire, S'il c'est n'a qu'il pas est... été encore, il n'a pas été au niveau de ses précédentes compétitions, mais il a quand même réussi à avoir un niveau de Ah jeu ouais, c'est ce que je tout voulais à dire, fait en fait. satisfaisant par rapport à la la compétition. Oui, transition. sinon, il Après, était bon, oui. Ouais, Je suis transi- d'accord avec après, toi. on sait le mode de fonctionnement de l'équipe de France. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de prise de responsabilité de la part des joueurs. Onesta a donné les clés de la défense à Didier Dinard. Et Didier Dinard, sur cette compétition, a été inexistant. Je l'ai vu défendre à 12 mètres, à 13 mètres, alors que c'est un joueur qui doit défendre beaucoup plus bas, être beaucoup plus en protection de son but, en soutien de ses numéros, de ses joueurs qui sont à ses côtés. Et là, je l'ai vu prendre des initiatives, mais complètement aberrantes par rapport au mode de fonctionnement et à la stratégie de jeu. Donc, moi, c'est surtout par rapport à ça, c'est par rapport aux limites de cette stratégie que je me pose des questions. La stratégie qui repose essentiellement sur le fait que ce soit les joueurs qui disent ce qu'ils font. Et du coup, quand ces joueurs-là sont en échec, on n'a aucune solution de rechange. Et apparemment, c'était même le cas pendant les réunions, puisque ils ont fait quand même pas mal de réunions pendant cette compétition pour évoquer un peu leurs problèmes. Mais le souci, c'était qu'Onesta, il pouvait pas gueuler sur les jeunes parce que les jeunes, ils tenaient leur rang. Et vu qu'il veut pas se fâcher avec les cadres, parce que c'est les cadres qui gèrent un peu le truc. Donc du coup, les réunions, elles se passaient, mais il y avait rien qui ressortait. Donc le problème, c'est qu'on est dans une situation où la gestion a pris le pas sur un peu le reste. Et du coup, là, il va falloir vraiment que tout le monde se remette en question et que Onesta soit capable aussi de donner des réponses au cas où les personnes cadres ne soient pas en mesure de répondre à ces attentes. Ouais, effectivement, hein, c'est Ça vrai vous que. T'as Désolé, cloué j'ai tout le monde là. un Ça vous petit. laisse sans voix, hein, cette histoire. J'ai pas entendu? Ça vous laisse sans voix. Oui, effectivement, j'ai eu un petit souci technique. Bon, bah voilà, On a maintenant, été troublés, ouais, effectivement. messieurs, il vous reste quelques secondes et je vous prie de faire très rapide un petit tour de vos déceptions et de vos coups de cœur de cet euro, hein, pas spécialement que sur l'équipe de France, mais en général sur cet euro. Allez, on va commencer par allez, Thomas, une fois n'est pas coutume, coup de cœur et un peu coup de gueule, quoi. Allez, j'ai envie de dire. Alors, mon coup de cœur, c'est Copillard, qui nous a bien fait mal le match. Le match de la dernière chance, là, le Croate, est trouvé très bon. Et déception, Karabatic. Alors là, j'ai pas compris du tout. J'ai peut-être une explication, c'est le fait de revenir chez lui, mais c'est une petite explication pour expliquer Ah, ce mais il y a flop. eu pas mal dans la presse, ils ont aussi pas mal parlé du fait qu'il ait perdu son père.
et que c'est vrai que dans les compétitions internationales, apparemment, il avait beaucoup au téléphone. Bon, c'est qu'un détail, hein, mais c'est peut-être un petit plus qui fait que. Parce que Karabatic, de toute façon, depuis le début de la saison, n'est pas à son niveau, n'est pas au niveau auquel il était les saisons précédentes, je trouve. Donc, c'était dans la continuité cet Euro. Et la charge psychologique en plus a fait qu'il a complètement craqué, quoi. On va passer du côté de Alestan. Moi, ce sera plutôt des nations, hein. Mon coup de cœur, ça a été la Serbie, même si on sait que Serbie-Croatie, peut-être qu'on en parlera, il y a eu quand même quelque chose d'inadmissible qui a été fait. Mon flop, moi, ce serait l'Espagne, parce que en ayant battu l'équipe de France, je les voyais vraiment aller au minimum en finale. Voilà pour mon top et mon flop. Ben. Alors, mon flop, en plus, j'ai une petite pensée pour Iker Serrano, qui est notre pivot espagnol, donc qui nous a bien chambré par rapport à l'élimination de la France. Donc, mon flop ira vers l'Espagne, qui avait fait un début de championnat vraiment irréprochable, avant de s'écrouler complètement et finir, hélas, quatrième. Mais je pense par contre qu'il va falloir compter sur eux l'année prochaine, en 2013, avec les championnats du monde chez eux en Espagne. Pour le top, par contre, c'est un joueur, c'est Gabor Csacsár, qui est demi-centre hongrois, qui a joué à Chambéry et qui a fait un Euro absolument exceptionnel. Au niveau de, je sais pas si vous avez vu jouer la Hongrie, mais c'était vraiment impressionnant par rapport à l'organisation du jeu. Il a eu un 7 mètres aussi décisif à la dernière seconde. Je ne sais plus contre quelle équipe, j'ai oublié, mais c'est lui qui met le. Ah, d'accord. Il a fait vraiment une compétition vraiment énorme, et je suis un peu déçu qu'il soit pas nominé dans les meilleurs demi-centres, parce qu'il méritait complètement ce titre. Et voilà. Mika. Ouais, mais moi, déception, c'est aussi un peu l'Espagne. Plus dans le. En fait, ils ont eu un peu le même problème que la France, mais sur la demi-finale seulement, c'est que ces stars étaient en échec. Comment il s'appelle, Entre Rios, l'ailier gauche, je ne me rappelle plus son nom. Galdé. Non, justement, Galdé a tenu son rang, c'est le titulaire qui est. Juanin. Ouais. Et sinon, le top, Logue, moi, hein, il m'a beaucoup plu ce joueur là. Il a 20 ans, il a peur de rien, il attaque, il défend. C'est un bon joueur. Ouais, effectivement. Et puis avant de conclure sur cet Euro, à noter aussi, il y a eu un incident, hein, Stan, je pense que c'est ce que tu voulais parler. Voilà, un joueur serbe, hein, qui a. Zarko Sesum, qui a reçu une fléchette. On revient à l'époque des pirates, excuse-moi. Qui a reçu une fléchette et qui a été blessé à l'œil. Donc voilà, c'est à noter aussi que, en plus, c'est un Serbe, hein, qui a pas. C'était. C'est surtout ça en fait. C'est surtout ça le plus grave, c'est qu'il a raté le Croate. Ouais. Il a raté le Croate. Zoum a raté la finale et ça a fait du mal à la Serbie. Je plaisante. Ouais, effectivement. Donc J'allais faire de l'humour noir, mais je me suis retenu là. Donc une petite. Oui, non, juste ces Zoom a manqué à la Serbie en finale. C'est quand même un comble. Ouais, donc, il a manqué la finale et c'est un joueur important de supplément. Et... Même s'il n'était pas très utilisé, je me demande pourquoi, il a quand même été bien préjudiciable. Son absence a été bien préjudiciable. Donc hier encore. Et il a pas de chance ce Sezoum, parce que je crois qu'il faisait déjà partie de la bagarre à Vesprem qui avait dégénéré, où il y avait eu un mort. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, Benoît. Si, avec le pivot qui est mort, le pivot hongrois, oui, je me rappelle bien. Et lui, il s'était fait bien amocher déjà à l'époque. Ouais, donc. Ouais, faut pas être son copain en fait, faut pas être dans les mauvais coups. Donc à l'heure actuelle, hier encore, on ne savait pas s'il pouvait garder son œil. Donc voilà, c'est quand même. Voilà, les supporters serbes sont un peu. Pour parler de malchance, on peut parler aussi de Rhein-Neckar qui va se retrouver avec 2 borgnes si ça continue. Ça, c'est de la bonne humour noire, ouais. Ah, mais le borgnier au pays des aveugles, le borgnier est roi.
Et l'œil gauche pour Biliki, c'est pas trop grave, il joue pas avec l'aile, ça il en avait déjà l'habitude, mais le droit pour Sezoum, c'est plus compliqué quand même. Ouais, effectivement. Hein. Donc voilà, c'était un petit C'est peu. bon, à eux deux, ils peuvent s'en sortir. Joueur arrière droit. Ouais, c'était un petit peu cette note un peu négative de 7 €. Et c'est vrai que ce soit au foot ou au handball, les Serbes laissent vraiment à désirer côté supporter. Allez, on va passer tout de suite à la LNH qui reprend ses droits à partir de samedi. D'ailleurs, alors quelques bonnes raisons de suivre cette deuxième partie de saison. Par exemple, qui va faire chuter en premier cette équipe imbattable de Montpellier? Alors, est-ce que vous avez une idée, vous les amis? Qui peut faire chuter Montpellier à part Tremblay? Justement, j'allais dire Tremblay. Moi. Allez, Ben, Mika, est-ce que Montpellier va finir invaincu déjà? Je les vois invaincus, moi, cette année. Ben? Ça risque d'être compliqué de les battre. Maintenant, on sait très bien qu'ils sont encore engagés dans plusieurs compétitions, donc peut-être que un relâchement ou peut-être une équipe moins compétitive avec quelques blessures peut augurer d'une défaite, mais sinon, si ils sont complets, je les vois mal avoir une défaite. Alors, il y a encore 3-4 équipes qui peuvent être le dauphin de Montpellier: Chambéry, Saraf, Dunkerque et Nantes. Bon, ça, on en avait déjà parlé à la fin, pendant à quelques heures de la trêve hivernale, donc on va pas y revenir, on va juste vous dire le calendrier. Hein. Samedi, il y a des beaux matchs, hein, notamment un Sarafel-Cesson. Qui est une belle affiche. Tremblay-Istres, Dunkerque-Chambéry, mes amis. Dunkerque-Chambéry, le second contre le quatrième. Là, ça vaudra le coup de peut-être avoir un acteur de cette affiche-là. Célestat Toulouse, Ivry-Nantes, Montpellier-Paris, Créteil-Nîmes, je l'ai dit, Saint-Raphaël-Cesson, Tremblay-Istres et Dunkerque-Chambéry. Donc voilà. Une LNH qui n'a pas encore livré son verdict concernant les places européennes, les relégués aussi, 3 équipes à 7 points, Istres, Nîmes et Ivry. Donc encore pas mal de suspense, hormis cette place de leader qui est tout simplement promise à Montpellier. Je ne me trompe pas, je pense que ça serait vraiment une catastrophe si Montpellier finissait pas leader de ce championnat, Mika. Ouais, mais personne n'imagine que Montpellier puisse ne pas être champion cette année. Ben, un petit pareil, Montpellier. Pas mieux. Bah voilà, c'est parfait. Donc je vous rappelle encore une dernière fois là, Je passe. les résultats, les matchs à venir, c'est samedi. Célestat Toulouse, Ivry-Nantes, Montpellier-Paris, Créteil-Nîmes, Saint-Raph, Cesson, Tremblay-Istres, Dunkerque-Chambéry. Un petit mot sur Tremblay, la préparation, comment ça s'est passé, Ben? Est-ce que vous entamez cette seconde partie de championnat à bloc? On aimerait bien, mais on n'est pas épargné par les blessures encore. On n'a pas fait une préparation avec l'équipe complète entre les joueurs partis à la CAN, Arnaud en équipe de France, et quelques blessures qui se sont accumulées. Donc on a fait que quelques matchs. On a fait que 5 matchs de préparation, mais avec des résultats pas spécialement très concluants, dont une défaite vendredi dernier contre Toulouse. Donc on part pas avec de grandes certitudes. On va essayer de se battre avec nos armes dans l'immédiat et de monter en puissance. Mais c'est vrai que là on n'est pas spécialement rassuré. En plus on a des matchs à notre portée, donc il va pas falloir qu'on se rate d'entrée. Donc à nous de faire les efforts collectivement et individuellement pour essayer de remonter au classement. Un Arnaud bingo du niveau de l'Euro, c'est tout bénef quand même. Non, c'est vrai que ça peut nous apporter, mais surtout, il va falloir qu'il se mette au service du collectif, qu'il arrive à très bien à faire en équipe de France, et peut-être un peu moins avec Tremblay. Il est un peu plus foufou, il prend un peu plus d'initiatives qui sont pas spécialement judicieux par moment. Donc c'est vrai qu'Arnaud peut nous faire gagner un match quand il est en chaleur, mais aussi peut être un frein quand il commence à partir sur des choses un peu plus compliquées. Mais on avait noté aussi le bon retour de Sébastien Stortag. Il a confirmé pendant cette préparation qu'il est revenu à un très bon niveau. Donc j'espère qu'on va arriver à trouver le bon amalgame entre les deux pour qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils puissent nous apporter, que peut-être Arnaud se retrouve aussi sur un poste d'arrière à gauche qui pourrait nous apporter d'autres solutions. Et que tout le monde réussisse à élever son niveau de jeu et se mettre au service du collectif.
Un petit mot sur... Moi, j'avais une petite question, excuse-moi, Lisa, pour Ben. Toi, personnellement, physiquement, avec cette trêve, tu te sens bien? Tu sens que tu as repris la patate ou c'est Je quand me même un peu sentais, court? ouais, j'étais bien revenu. Je crois que j'étais fatigué au milieu parce que j'étais parti en plus à Nantes faire un stage d'entraîneur. Ça m'avait pas mal pompé avec un tournoi derrière, donc j'ai un peu accusé le coup. Mais là, je commençais à bien retrouver des sensations, à bien remonter en puissance. Et puis je me suis un peu blessé contre Toulouse à l'épaule. Donc j'étais un petit peu ménagé en début de semaine là, aujourd'hui. Donc j'espère que je vais pouvoir rapidement retrouver mon épaule droite et pouvoir revenir à 100%. Mais c'est juste une petite inquiétude. Je pense que sinon, physiquement, ça va de mieux en mieux. Donc, c'est de bon augure quand même. Un petit mot sur les blessés de longue date. Romain Guillard, qui a fêté son anniversaire il y a quoi, 15 jours, je crois. Et Sébastien qui s'est fait opérer. Comment ça se passe, leur rééducation? Donc, Romain Guillard a complètement intégré le groupe depuis la prépa. Donc, ça, c'est une grosse satisfaction. Ouais. Lui est encore loin d'être à 100%, mais revient bien. Il a encore, il a plus de douleur à sa main. Voilà, c'est plus des petites douleurs au niveau des épaules, mais ça, c'est voilà des petits soucis quand on reprend après une longue période de validité. Par contre, concernant Sébastien Mongin, c'est toujours difficile. C'est cette période de rééducation qui est compliquée, où tu es tout seul, il est dans un centre sur Paris où il fait énormément de kiné, énormément de musculation. Il peut pas se déplacer, donc on le voit peu, on s'appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais c'est vrai que on l'a pas directement en visu, donc il s'accroche, il fait sa rééducation de son côté en prenant son mal en patience. Avant de passer à la Pro D2, je crois que Stan, t'avais quelque chose à rajouter. Ouais, non, juste pour faire un petit coucou ici à Xavier qui doit nous écouter, qui sera notre envoyé spécial pour RTS pour ce match Tremblay-Istres. Donc, petite interview de Benoît catégorique après le match. Donc, maquille-toi, sois beau gosse pour passer. Tu vas être obligé de mettre du gel, c'est ça? Non, ça va être ta coupe de cheveux. À chaque fois que tu passes à la pas- télé, Ben, ta coupe de cheveux, faut la changer. On C'est t'a bon, je suis chambré. opérationnel, c'est bon. On t'a changé, on t'a chambré assez avec ça. Allez, on va passer à la Pro D2. C'est vrai que c'est un petit chassé-croisé qui se passe en tête de cette Pro D2 avec Billère, Aix-en-Provence qui se tire la bourre. Mais Dijon n'est pas loin, Mulhouse non plus. Donc on va vous rappeler les résultats. Comme je vous l'ai dit, le leader qui était Aix-en-Provence a perdu assez lourdement face à Vernon 27-21 et du même temps, Billère s'est imposé à Nancy 35-23 et aussi Dijon face à Besançon 25-23. Donc ça fait que les trois premiers du classement se tiennent en un point. Maintenant, Mika, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que Billère, il y a Dijon qui revient bien, même très bien, qui sont à la hauteur avec 37 points, à la même hauteur que vous. Et il y a un match qui arrive, c'est sûrement le tournant de la saison, c'est un fameux Aix-en-Provence-Billère, c'est un match qui vaut 6 points, enfin 4 points on dit maintenant au hand, Mika. Ouais, bah écoute, je sais pas trop quoi dire. Mulhouse aussi revient bien. Ouais. Un tournant de la saison, je sais pas, c'est un match, c'est sûr, c'est un match important qu'il va pas falloir perdre pour montrer qu'on a vraiment cette ambition de finir premier, voire de monter après play-off. Maintenant, comme on le voit, on perd pas des points forcément contre les premiers. Donc, on avait été faire match nul à Nanterre, on perd à Vernon. Les déplacements sont difficiles. On se déplace dans des conditions pas exceptionnelles. Faut pas se cacher derrière ça, mais c'est vrai que ça aide pas. Quand on arrive au match, qu'on est un peu fatigué, c'est dur de tout donner. Justement, Mika, je te coupe. C'est vrai que aller un peu pour Porte-Chambray, on disait quand Michael Elias est pas bien, Aix-en-Provence perd. Ça a été le cas encore aujourd'hui, j'ai l'impression, avec un 0 sur 4. Ouais, mais. Et un carton rouge aussi, voyou. Ouais, un rebelle. C'est les qui m'avaient dans le collimateur. Hein. J'ai jamais vu un carton rouge pour ce genre de problème. Je suis en pivot. Vous m'entendez encore? Ouais, parfaitement. Ouais. Ah, parce que j'entendais plus rien. Je suis en rentrant en pivot. Le mec me retient par derrière, par les bras, par le maillot. Je me débat un peu avec les coudes et vu que j'avais fait une réflexion à l'arbitre sur l'action juste avant, il s'est fait plaisir.
Donc ouais, Oui. ouais non, donc Mika, c'est vrai que tu le disais, qu'est-ce qui s'est réellement passé face à Vernon, comme tu le dis, On n'en sait rien en fait. On a essayé d'analyser ça ce soir tous ensemble, de voir c'est un enchaînement de facteurs. C'est un, un manque d'implication individuelle. On est tombé sur un gardien explosif qui nous a tout sorti, mais nous, on n'a pas eu l'intelligence de retarder nos shoots, de prendre le temps de le regarder. On s'est fait marcher dessus par Martilly, l'arrière gauche qui a fait ce qu'il voulait pendant toute la première mi-temps. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction de notre part, il n'y a pas eu de réaction d'orgueil. Donc, c'est ça le plus décevant. On a une équipe un peu de gentils garçons. On a une équipe de bons joueurs, mais des bons joueurs trop gentils. Donc, quand ça commence à sentir un peu le brûlé, on a du mal à se révolter. Et à l'extérieur, c'est toujours difficile. Donc, pour l'instant, si on regarde bien, on a perdu tous nos points à l'extérieur, si ce n'est ce petit accro contre Nancy à la maison. Donc, à nous de nous poser les bonnes questions et de réfléchir chacun dans son coin à ce qu'on a mal fait pendant la semaine, pendant le déplacement, pendant sa préparation de match pour en arriver à faire des prestations comme celle-là. Justement, Mika, est-ce que vous jouez contre Billière samedi prochain? Est-ce que vous allez entamer cette période un peu d'entraînement et puis d'avant-match de façon particulière, ou alors vous allez faire comme d'habitude? Non, pas du tout. On va faire comme d'habitude. À la maison, ça se passe toujours bien, donc il n'y a pas de raison de changer. C'est un fonctionnement qui marche, donc on va faire comme d'habitude. Ce qui va être le plus dur, c'est de se donner à l'entraînement cette semaine. Enfin, pas de se donner, mais de remettre le coup de boost parce qu'on a pris quand même un bon coup derrière la tête. On a tous passé un mauvais week-end. En plus, je le répète, le déplacement est difficile. On n'a pas beaucoup dormi. On est parti tôt le lendemain matin. Donc, moi, j'ai dormi 3 heures la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est un peu difficile, un peu délicat, mais il faut tout de suite se remettre au boulot et on va tous le faire, j'en suis persuadé. Ouais, alors pour ceux qui voient pas très bien, Aix-en-Provence, c'est dans le sud, et Vernon, c'est près de chez moi, c'est en Normandie. Hein, voilà, je sais pas, il doit y avoir 800 km, 900 km, je crois, les gars. Ouais, je sais pas trop comment vous faites pour habiter en Normandie. Hein. C'est noir. Au pays de Marguerite. Ouais, alors c'est vrai que ça doit pas être le bon coin, Vernon, là, parce que en arrivant dans la ville, on a tout de suite envie de partir. Bah justement, à gauche, direction Pithiviers, et là-bas, t'as le loto, c'est très bien. Donc c'est pour ça, Mika, j'attends ton invitation pour Aix, ça me changera un peu, peu les idées. On va pas. Alors, est-ce que toi, t'as un petit avis là-dessus, Ben, sur le championnat de Pro D2 qui se resserre, hein, Billière, Aix-en-Provence, Dijon, même Mulhouse, hein, qui est qu'à 3 points de la place de leader. Après, derrière, il y a un petit trou avec Vernon qui est à 31 points, qui est déjà à 4 points de Mulhouse. Donc, allez, on va dire que la première place, voire même les playoffs, vont jouer contre Billière, Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse. Ben? Ouais, non, c'est sûr, on avait déjà parlé. Moi, je voyais bien Aix et Dijon pour la montée. Donc, Dijon, je les avais pas enterrés depuis longtemps. Je sentais que voilà, ils avaient le potentiel et les joueurs pour pouvoir rivaliser. On avait des doutes sur Bière, mais on les voit de plus en plus solides. En plus, pour avoir discuté avec un joueur récemment, il y avait aussi une réunion apparemment assez importante la semaine dernière concernant les objectifs un peu de Bière et leur mutualisation des efforts pour pouvoir créer ce grand club et leur permettre de pouvoir accéder à la LNH. Donc, ils sont vraiment en train de se poser les vraies questions, de savoir s'ils sont à même de pouvoir monter. Donc, on sent maintenant une volonté de la part des dirigeants. Donc, ça aussi, c'est bien que les acteurs, les acteurs se posent les questions un peu en amont pour pas, si jamais ils se trouvent dans une position de montée, devoir refuser parce que les moyens manquent. Donc, ils font les efforts. Après, je sais pas si ça portera leurs fruits, mais au moins, ils se posent des vraies questions. Ouais. Voilà. Par rapport à tout ce qui était prévisible, voilà, les favoris sont en tête. Ça va être une lutte acharnée et on sait très bien que les favoris... va se répéter qu'il faut sortir premier de cette lutte et pour éviter ces playoffs. Ouais, les favoris sont au rendez-vous. À noter cette équipe de Nanterre
On a eu tout à l'heure Denis Tristan voilà, qui a quitté le club en ce début d'année. Et depuis que Denis a quitté le club, à ces 2 défaites, donc l'électrochoc tant attendu par les dirigeants pour l'instant n'a pas lieu. Et cette équipe de Nanterre traîne un peu au fond du classement de la Pro D2 à la 13e place, égalité avec Massy. Juste avant de donner la parole à Thomas qui a des questions de chat, je rappelle vite fait les résultats. Chartres s'est incliné à domicile face à Angers 32-26. Donc je l'ai dit, Aix-en-Provence s'est incliné à l'extérieur face à Avernon 27-21. Billière a gagné face à Nancy 35-23. Ponton-Combo face à Mulhouse, match nul 24 partout. Nanterre-Semur 31-33 pour Semur. Besançon-Dijon, victoire à domicile de Dijon 25-23. Massy-Saintes, victoire de Massy 31-28 face à Saintes. Et au classement, je le rappelle, Billière 38 points, Aix-en-Provence 37, égalité avec Dijon 37 points, Mulhouse 35, et pour les 3 derniers du classement, Nancy 25 points 12e, Nanterre et Massy ferment la marche avec 22 points. Thomas, question du chat. Juste un coucou à Reg25 qui nous supporter de Besançon. Il est enthousiaste sur le chat. On sent qu'il est derrière Besançon et derrière Benji Gouget. Ouais. Donc voilà, il fait passer un petit message. Un petit message, Besançon qui s'est incliné face à Dijon dans la dernière journée. Donc prochaine journée, Aix-en-Provence-Billière, ça va être l'affiche de cette Pro D2. On va terminer peut-être par Ben et son fameux édito que vous avez le plaisir de retrouver ce soir. Allez, fais-toi plaisir. Quelques emplois. Je voulais revenir sur cet euro quand même, parce qu'on l'attendait avec tellement impatience. On avait reçu de nombreux experts qui mettaient l'accent sur cette compétition qui était la plus difficile. Malgré tout, l'équipe de France est arrivée quand même au grand complet. Onesta a même été obligé de faire de vrais choix, parce que jusqu'à présent, c'était plus des choix par défaut que de vrais choix. Là, il a pris Pingo, il a pris Nyokas, donc pour une fois, il a dû s'envoyer un peu. Et voilà, comme le disaient les experts, c'était à la fois la plus difficile, et c'était peut-être déjà un signe que ils avaient quelque part ce doute par rapport à l'issue de cette compétition. Et le bilan est quand même pas très glorieux, puisque 2 victoires, 2 défaites et un nul. Donc voilà comment s'est passée cette compétition. Donc pour essayer de comprendre un petit peu, je voulais essayer de rechercher un peu les causes. Et à mon sens, il y a plusieurs facteurs. Denis Tristan était un peu sceptique par rapport au fait que la médiatisation ait pu jouer un réel rôle dans cette aventure. Mais moi, je pense que quand même, elle a eu son rôle, parce que on a vu un joueur comme Karabatic ultra sollicité. J'avais entendu dans une interview que ces journées, il les passait pratiquement sans cesse entre les interviews dans les sollicitations médiatiques. Donc les plages de récupération et de concentration étaient peut-être réduites par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. Le stage à Capbreton aussi a été apparemment très compliqué, puisque pour en avoir discuté avec Arnaud Pingo, ils n'ont pas fait une seule séance d'entraînement à huis clos. Toutes les séances étaient ouvertes au public. La salle était remplie à chaque fois par je sais pas combien de spectateurs, donc pas beaucoup d'intimité, pas beaucoup de temps pour vraiment travailler dans la sérénité. Et voilà, et tous ces facteurs-là, en plus du fait que cette épreuve n'était pas qualificative, puisque ils étaient déjà qualifiés pour les JO, ont peut-être contribué à ce manque de vigilance et à tous ces aspects qui leur ont manqué pour vraiment réaliser la bonne performance. Donc voilà, on parle de notre sport de plus médiatique, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans tous les travers, parce que de cette sollicitation ultra omniprésente pendant toute cette compétition, Onesta a fait des conférences pendant la préparation auprès des entrepreneurs. Enfin bref, il y avait vraiment, tout était tourné vers la médiatisation du hand, mais peut-être au détriment de ce qui est les vraies valeurs de notre sport, et de se retrouver
avec son groupe, en défendant ses valeurs, en mettant l'accent sur l'aspect psychologique, puisque là, je pense que ça a été un peu délaissé. Et, justement, ça a entraîné tout ce qui a pu se passer après. Donc, les joueurs n'ont pas été spécialement alertés, ou même s'ils essayaient de se convaincre que ça allait être compliqué, n'ayant pas le couteau sous la gorge, ils ont tout simplement été humains. Mais du coup, on fait une prestation vraiment décevante. Ouais. Donc c'était un peu pour mettre l'accent sur tout ce qui a pu se passer autour de cette équipe de France, et surtout ne pas rééditer toutes ces on va dire ces lacunes, et d'essayer de se remobiliser. On sait que la période pour les Jeux Olympiques va être plus importante, parce que nous n'aurons pas de tournoi préqualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc ils vont pouvoir se retrouver plus longuement ensemble et se poser les vraies questions par rapport à cet échec, et donc de tout mettre en œuvre pour vraiment aller chercher ce titre olympique qui est nécessaire pour continuer à montrer notre sport au plus haut niveau. Ouais, effectivement, ça c'est de l'édito, Ben, et et ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, et pour analyser un peu cet euro, effectivement, est-ce que c'est pas la revers de la médaille, hein, comme on posait à Denis Tristan qui était avec nous. Je pense qu'on peut clôturer cette émission 21h20. On est dans le timing, c'est parfait. Juste un petit mot, hein, pour vous annoncer un peu le programme de la semaine. Demain, le débrief du national, donc avec un invité que je vous trouve tout de suite. Attendez, j'y étais Jimmy Roy. Voilà, c'est ça, exactement. Thomas, tu y participes, donc un joueur Oui. de Niort, me semble-t-il. Oui, de Niort. Voilà. Milieu de terrain. Offensif. Effectivement, mais le rendez-vous de la semaine, c'est jeudi. Jeudi, il y a Yvan Muller, hein, qui est 4 fois champion du monde WTCC. Donc voilà, il sera dans le Motor Show. Mercredi, il y a Liberté pour les auditeurs. Stan, avec qui comme invité là, après Kézak, qu'est-ce que tu peux nous réserver d'autre? Là, on va faire un peu plus soft, hein. Mercredi, on va recevoir Jones suite à la fermeture de la tribune populaire sud de Nice. Donc, il va nous rappeler un petit peu les faits, pourquoi ceci, pourquoi cela. Après, bien sûr, il faudra coucher les enfants, hein, parce qu'on va recevoir un pur et dur, hein. On va recevoir un rappeur, hein, Skos Hardcore, qui a des rimes assez choc, hein, des fois chic, mais la choc. Et supporter du PSG, on va voir s'il est sans langue de bois, et peut-être encore un invité, mais à confirmer. Voilà. Et puis, quant à nous, on se retrouve lundi pour Andé. Vous allez retrouver le podcast, hein. On s'excuse encore pour le début d'émission qui a été un peu difficile, quelques petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas, le podcast est là. Vous pourrez écouter ça tranquillement de chez vous. Il sera disponible dans quelques minutes, je l'espère, si je me trompe pas et je ne fais pas une fausse manip. Mais non, ça, vous pouvez avoir confiance en l'équipe de Andé. On va remercier tout simplement tout d'abord Denis Tristan qui était avec nous et qui est à retenir en pleine réflexion pour quitter le monde du handball. Donc c'est un peu une exclue, un peu la phrase choc, hein. C'est vrai que tu t'y attendais peut-être pas, Benoît, toi qui le connais très bien. Un peu dégoûté, voilà, on peut dire un peu dégoûté du monde. Ça fait, je le connais très bien, et ça fait un moment qu'il se pose les vraies questions. J'admire son courage par rapport à cette autocritique. Il a vraiment clairement dit toutes ses limites actuelles par rapport au fait de pouvoir continuer et d'arriver à mener de front ce métier d'entraîneur. Donc j'admire par rapport au recul qu'il est en train de prendre, et à l'honnêteté par rapport à son rôle qu'il a du mal à tenir. Et je sais qu'il était dans cette réflexion depuis un moment, et qu'il se posait vraiment les questions de savoir s'il voulait continuer ce métier. Et donc, si il s'en va, je pense que ce sera peut-être la meilleure des choses pour lui, s'il trouve dans quelque chose qui vraiment l'attire et le passionne. Ouais, un peu dégoûté de la mentalité actuelle de certains joueurs, hein. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier. On va remercier Michael Iles, hein. On va te laisser. Tu as un match important, comme on l'a dit, samedi. Ravi, toujours un plaisir, hein, de t'avoir dans l'émission. Et je te dis à lundi, et promis, je t'envoie le programme le plus rapidement possible. Merci. Euh,
Et puis bonne chance, hein, vraiment bonne chance pour ton match. Ouais, essaye de récupérer la première place pour lundi. Et on va essayer. Première place ex aequo parce que, bon, quoique Dijon joue à Semur, ça va être un match difficile pour eux aussi, mais si on gagne tous les deux, on sera premier ex aequo. Ouais, effectivement. Et Billiard se retrouver, troisième, on va dire, donc ça serait quand même assez surprenant de voir un peu tout ce qui se passe cette Pro D2 qui est vraiment passionnante. Merci Thomas. Le jus du cochon pendu là. Ouais, merci Thomas hein, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour le débrief, t'arrêtes pas. Et puis, Je continue. Puis Thomas, de souci. je t'envoie le podcast assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que nous a dit Tristan Denis ce soir. Hein. Exactement. Donc voilà, hein, tu retransmettras ça du côté d'And Planet, notre partenaire. Un petit coucou aussi à Hand News. Benoît, merci d'avoir été avec nous encore ce soir. On se retrouve lundi, pardon, et on va essayer de ficeler un programme avec le retour de la LNH et le retour de la compétition du côté de Tremblay. Eh ben, c'était un plaisir, pas de problème. On va activer les réseaux pour nous trouver des beaux invités avec notamment cette belle affiche Dunkerque-Chambéry. J'espère qu'on aura un des acteurs de ce beau match. Ouais, ça, on te fait confiance, Ben. N'oubliez pas, demain, oui, bien sûr, Mathieu, demain, c'est Damien Godin dans le Vélo Tour. Donc voilà, j'ai oublié le Vélo Tour, oh là là. C'est toutes les 2 semaines, et c'est cette semaine, juste après le débrief, à partir de 21h, donc un coureur, un cyclisme professionnel qui sera dans l'émission de Mathieu Vilton, hein, la voix du Motor Show. Ça sera Damien Godin, voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas que vous allez retrouver le podcast hein, très prochainement, donc ça, il ne faut pas le manquer. J'ai oublié de remercier Stan, qui est mercredi dans Liberté pour les auditeurs. Stan. Ouais, bah moi c'est toujours un plaisir. C'est vrai que ça passe vite avec vous, donc c'est que je me sens bien. Donc moi je vous donne rendez-vous mercredi et dès lundi. Ouais, dès lundi pour Andé. Un petit coucou aussi à Xavier qui nous écoute, comme tu l'as dit, ça sera un peu notre envoyé spécial du côté de Tremblay. Il y aura des photos qu'on fera circuler sur Facebook de Benoît dans des petites tenues assez légères, c'est-à-dire en short. Il a eu sa carte pour les vestiaires, hein, donc il sera dans vos douches, effectivement. Ouais, trêve de plaisanterie, hein. Il sera vraiment en direct, peut-être avec nous. Hein, on va essayer de combiner quelque chose à partir de 20h45 pour faire un espèce de flash sport en direct de Tremblay via un téléphone portable. Donc vous inquiétez pas, on va tout mettre en place. Il y aura des photos que vous pouvez retrouver sur Facebook pour ce match aussi important pour Tremblay. Donc je le rappelle, n'oubliez pas demain Vélo Tour, hein, Damien Godin, et puis jeudi Motor Show, Yvan Muller, triple champion du monde WTCC. Merci à tous, bonne soirée et vive le hand, vive Andé. Ciao ciao. Salut. Ciao. Et vive le sport. Planète, la première communauté de hand sur le web. www. Allez hop, on est plus en direct les amis. Et C'est vive dans le la sport. boîte. Il nous a fait une dire à Rolls. Ouais, magnifique. C'est pour ça que j'ai pas dit vive le sport. Ça m'est venu d'un coup.